Vos baskets ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver à vos pieds? Votre tablette de chocolat a fait le tour du monde, cacao d'Afrique de l'Ouest, sucre d'Amérique latine, lait d'Europe? Et même votre ordinateur est un puzzle planète Terre? Composants électroniques aux États-Unis, assemblage en Chine, logiciels développés en Inde. Pourquoi nos biens de tous les jours voyagent-ils autant? Qu'est-ce qui pousse les pays à échanger massivement entre eux plutôt que de tout produire localement? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Voix des sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce international, un phénomène qui structure profondément l'économie mondiale. La Chine s'est spécialisée dans la production industrielle et l'électronique. L'Afrique exporte surtout des matières premières. L'Europe se distingue dans l'automobile et l'aéronautique notamment, tandis que les États-Unis gardent une avance dans le service, la finance ou l'agriculture et la technologie haute performance. Ce partage des rôles n'est pas un hasard, il découle d'une logique de spécialisation où chaque pays concentre ses ressources et son savoir-faire dans les secteurs où il est le plus efficace. Cette division internationale du travail explique pourquoi nos biens de consommation sont le résultat d'une chaîne de production qui traverse plusieurs continents. Au fond, pourquoi les pays échangent-ils entre eux au lieu de tout produire localement ? C'est à cette question simple, en apparence, que nous allons répondre aujourd'hui. D'abord, nous verrons pourquoi les pays échangent-ils entre eux, avec l'idée fondamentale de gain à l'échange et les premières théories du commerce international. Ensuite, nous verrons comment les pays se spécialisent en fonction de leurs ressources ou de leur dotation en travail et en capital, voire en technologie. Le commerce international, c'est tout simplement l'ensemble des échanges de biens et de services entre pays. Un pays importe ce qu'il achète à l'étranger et il exporte ce qu'il vend aux autres. Mais au fond, pourquoi échanger ? La réponse qui vient naturellement, c'est pour obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir par soi-même. Et c'est vrai, la France par exemple ne produit pas de café, elle doit donc l'importer. Mais en réalité, ce n'est pas toute l'histoire, car les pays qui pourraient produire certains biens choisissent souvent de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est plus efficace de se spécialiser dans certaines productions, puis d'échanger avec d'autres pour obtenir le reste. Autrement dit, il existe un véritable gain à l'échange. Chaque pays concentre ses efforts sur ce qu'il fait le mieux, et tout le monde y gagne. Cette intuition a été formulée dès le XVIIIe siècle par Adam Smith. Selon lui, chaque pays doit se spécialiser dans ce qu'il produit le plus efficacement. C'est ce qu'on appelle un avantage absolu. Prenons un exemple pour clarifier tout ça. Imaginons deux pays. Le premier produit 1 tonne de blé en 10 heures. Le second a besoin de 20 heures pour obtenir la même quantité de blé. Le premier est plus productif, il a donc intérêt à produire du blé et à échanger avec le second, qui lui peut se concentrer sur autre chose comme le vin par exemple. Mais que se passe-t-il si un pays est moins efficace dans toutes les productions ? Est-il condamné à rester en marge du commerce mondial ? C'est là qu'intervient David Ricardo, au début du 19e siècle, avec une idée géniale. Même un pays moins performant partout a intérêt à échanger. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'efficacité brute, mais l'efficacité relative. C'est ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Ricardo illustre ça avec un exemple très célèbre. L'Angleterre et le Portugal produisent du drap et du vin. En Angleterre, le drap prend du temps à produire, et le vin encore plus. Au Portugal, on va plus vite partout, un peu plus vite dans le drap, et beaucoup plus vite dans le vin que l'Angleterre. Alors, on pourrait se dire, si le Portugal est meilleur partout, à quoi bon échanger ? Eh bien, justement, parce que chacun va se spécialiser. Le Portugal, qui est particulièrement efficace dans le vin, se concentre sur cette production. L'Angleterre, même si elle est globalement moins performante, reste un peu moins mauvaise dans le drap et choisit donc de concentrer son effort sur le textile.
Résultat, la production totale augmente. Au lieu que chaque pays se disperse à tout produire, chacun se focalise sur ce qu'il fait relativement le mieux. Au final, il y a plus de draps et plus de vin disponibles pour tous. Cet exemple est souvent repris avec un simple tableau, où l'on observe que, avant spécialisation, la quantité totale produite dans l'économie est plus faible qu'après la spécialisation, même si l'Angleterre est plus faible pour tout. Vous voyez l'idée, la spécialisation rend tout le monde gagnant, même un pays qui n'est pas très efficace et qui n'a potentiellement pas intérêt à échanger. Imaginez deux colocataires, l'un est efficace pour le ménage, l'autre excellent pour la cuisine. Si chacun s'obstine à tout faire, ils perdent du temps et obtiennent un résultat médiocre. Mais s'ils se spécialisent, l'un nettoie, l'autre cuisine, et au final, l'appartement est propre et le repas est prêt, et tout le monde y gagne. Vous l'aurez compris, selon la théorie des avantages comparatifs, une colocation où chacun refuse de se spécialiser, c'est la garantie d'avoir moins de résultats et plus de fatigue. Au début du XXe siècle, deux économistes suédois, Heckscher et Ohlin, ont proposé une réponse simple. Un pays se spécialise en fonction de ce qu'il possède en abondance. C'est ce qu'on appelle les dotations factorielles. Si un pays dispose d'une main-d'œuvre nombreuse, il va plutôt se tourner vers des secteurs qui nécessitent beaucoup de travail humain, comme le textile. En revanche, un pays riche en capital, en machines, en savoir-faire technique, se concentrera davantage sur les industries de pointe. Prenons deux exemples. Le Bangladesh, très peuplé, s'est spécialisé dans le textile. L'Allemagne, dotée d'un capital industriel et d'ingénieurs très qualifiés, s'est imposée dans l'automobile et dans les machines-outils. Tout cela semble logique, mais il y a un problème. Ce modèle suppose que tous les travailleurs sont identiques, comme si un ouvrier bangladais et un ingénieur allemand représentaient exactement la même unité de travail. Et là, soyons honnêtes, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Bien sûr que non. Le travail n'est pas homogène, il est hétérogène. Il existe du travail qualifié, du travail non qualifié et des différences énormes de productivité selon la formation, l'expérience et les compétences. C'est ce qu'a montré l'économiste Vassili Leontiev dans les années 1950. En étudiant les États-Unis, il a découvert un paradoxe. Ce pays, pourtant très riche en capital, exportait surtout des biens qui demandaient beaucoup de travail. De quoi dérouter les économistes. Mais en réalité, la réponse à ce paradoxe était très simple. Le travail américain était bien plus qualifié que la moyenne mondiale. Autrement dit, ce n'est pas seulement la quantité de travail qui compte, mais aussi sa qualité. Et cette distinction change tout. La spécialisation d'un pays ne dépend pas seulement du nombre de travailleurs ou du volume de capital, mais aussi du niveau de compétence et d'innovation. C'est un peu comme en cuisine. Deux chefs peuvent avoir les mêmes ingrédients de base, mais selon leur technique et leur savoir-faire, le résultat final sera totalement différent. Certains pays ont même réussi à transformer radicalement leur facteur travail. Prenons l'exemple de la Corée du Sud. Dans les années 50, elle était pauvre et spécialisée dans le textile. Mais en investissant massivement dans l'éducation, la recherche et les infrastructures, elle a formé une main-d'œuvre hautement qualifiée. Résultat, en quelques décennies, elle est devenue un acteur majeur de l'électronique, de l'automobile et des télécommunications mondiales. On parle alors de création d'avantages comparatifs. Un pays ne se contente pas d'utiliser ce qu'il a à disposition. Il peut développer ses atouts en misant sur la formation, la technologie et l'innovation. Un bon exemple actuel, ce sont les batteries pour les voitures électriques. Imaginez un pays qui met au point une batterie ultra légère, très performante. Il deviendrait leader mondial dans ce domaine. Bien sûr, cet avantage ne dure pas éternellement, car les autres finissent par rattraper leur retard, mais pendant quelques années, ils profitent pleinement de la spécialisation. Jusqu'ici, on a vu que les échanges s'expliquent surtout par les différences entre pays. Certains ont beaucoup de travail, d'autres beaucoup de capital, et chacun se spécialise. Mais à partir des années 80, de nouveaux économistes comme Paul Krugman ont apporté un regard différent.
Ils se sont intéressés à un phénomène qui, jusqu'à là, restait un peu un mystère. Les échanges massifs entre pays très semblables, entre économies développées, entre économies comparables. Comment expliquer que la France et l'Allemagne, qui se ressemblent beaucoup économiquement, s'échangent des voitures, des vêtements, des machines très proches? Au fait, si t'es toujours là en train de m'écouter, fais quelque chose pour moi. Tu trouves ce contenu utile? Pense à liker, commenter ou partager. Sinon, l'algorithme va l'enterrer. Alors que si tu t'engages, tu sais que l'algorithme, il peut faire exploser la vidéo et proposer ce contenu à d'autres personnes comme toi qui en ont besoin. Pour retrouver une communauté et une application gratuite et illimitée complète en SES, rends-toi sur lavoidesses.fr. Je te garantis que ça peut te servir pour ta culture générale, ton année scolaire, et pour les terminales, ça peut leur sauver leur bac. Reprenons. Ces nouvelles théories reposent sur deux grandes idées. La consommation aime la diversité, premièrement, et deuxièmement, les entreprises bénéficient de rendements d'échelle croissants. Alors, qu'est-ce qu'un rendement d'échelle croissant? C'est simple à comprendre. Dans certaines industries, plus on produit, moins chaque unité coûte cher à fabriquer. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a des coûts fixes, comme la construction des usines, l'achat des machines ou la recherche et le développement. Et des coûts variables, comme les matières premières, les salaires, etc. Quand la production augmente, les coûts fixes se répartissent sur un plus grand nombre d'unités. Résultat, le coût moyen, le coût pour chaque unité produite, baisse. Autrement dit, produire beaucoup permet de produire moins cher. On appelle ça des économies d'échelle. Et voilà la logique. Pour atteindre cette grande échelle de production, une entreprise a intérêt à vendre à l'international. Plus elle vend, plus elle produit, et plus elle produit, plus elle devient compétitive. Cela transforme profondément le commerce. Avant, on pensait surtout aux échanges interbranches. Un pays échangeait ce qu'il produisait avec avantage contre ce qu'il ne produisait pas. Du vin contre du drap, du textile contre des machines. Mais aujourd'hui, une grande partie du commerce mondial est intra-branche. Ce sont des produits similaires qui circulent entre pays comparables. Des vêtements contre d'autres vêtements, des voitures françaises contre des voitures allemandes. Et les chiffres sont parlants. Près de 2/3 du commerce international actuel a lieu entre pays développés. Et plus de 50% des échanges de marchandises de l'Union européenne se font à l'intérieur même de l'Union européenne. En clair, les économies proches commercent énormément entre elles. Pourquoi? Parce que les consommateurs, eux aussi, veulent du choix. Un consommateur allemand peut préférer une voiture française compacte, tandis qu'un consommateur français préfère une berline allemande. Résultat, la France exporte des voitures en Allemagne et en importe tout autant d'Allemagne. Et tout le monde y trouve son compte. Ces échanges reposent sur une forme particulière de concurrence, qu'on appelle la concurrence monopolistique. Chaque entreprise propose sa propre variété de produits, Renault, Peugeot, Volkswagen, BMW, et dispose donc d'un petit pouvoir de marché. Ces produits ne sont pas parfaitement substituables, chacun a sa spécificité. Mais attention, la concurrence reste forte, car au fond, ce sont quand même des voitures qui répondent aux mêmes besoins. En résumé, les théories classiques expliquent surtout le commerce interbranche des pays différents qui échangent des produits très différents. Les nouvelles théories expliquent le commerce intra-branche des pays similaires qui s'échangent des produits différenciés. Grâce à cette nouvelle lecture du commerce mondial, les entreprises produisent plus efficacement. Grâce à des économies d'échelle, les consommateurs profitent d'une plus grande variété de biens et même les pays très proches trouvent intérêt à échanger massivement entre eux. Et pour bien retenir l'idée, voici une image simple. C'est un peu comme au restaurant. Même si vous avez déjà un bon plat chez vous, vous aimez en découvrir d'autres, avec une recette ou une saveur différente.
Eh bien, entre l'Allemagne et la France, c'est pareil. Chacun produit ses propres recettes industrielles et les consommateurs apprécient goûter la diversité. Le commerce international s'explique d'abord avec les avantages absolus selon Smith et surtout les avantages comparatifs selon Ricardo, mais il repose aussi sur les dotations factorielles et technologiques selon Heckscher et Olin. Et il s'appuie enfin sur les rendements d'échelle et la différenciation des produits, comme l'a montré Paul Krugman. En clair, les pays échangent parce qu'ils sont différents, mais aussi parce qu'ils se ressemblent. Mais alors, une question reste ouverte. Qui rend tout cela possible ? Derrière ces flux mondialisés, ce n'est pas seulement les États qui décident, ce sont surtout les entreprises puissantes, capables de répartir leur production sur plusieurs continents et d'organiser des chaînes de valeur mondiales. Ce sera le sujet de notre prochain épisode, le rôle stratégique des firmes multinationales dans l'organisation du commerce mondial. Allez, ciao!